Bonjour, c'est Sharp numéro 10 déjà, avec un nouvel invité qui est Maxime Girardot dans un magnifique décor qui ressemble à une petite fenêtre sur cour parisienne. Et c'est vraiment très très beau, très élégant, très classe. Bonjour Hello Maxime. Alexandre, hello Alexandre, merci pour l'invitation. Oui, on t'avait découvert entre guillemets au kiff 2024, tu venais nous parler de Jetement et tu étais en train de sortir ce bouquin. Depuis ta démarche d'intégration de l'IA dans la création a amplifié. Tu as aussi pris des nouvelles fonctions chez Capgemini. Donc tu es à la fois un consultant heureux et aussi un auteur qui pousse les perspectives comme si c'était un vrai laboratoire. C'est-à-dire que depuis 2020, tu publies des livres, tout ce qu'il y a de plus classique en papier, et aussi tu travailles de manière ouverte avec l'intelligence artificielle et toutes les formes de technologie et d'innovation. C'est ton choix? Ouais, bah, si tu veux, je travaille dans la tech depuis 20 ans maintenant, ça ne nous Bah rajeunit oui, pas, oui, et j'ai toujours aimé écrire, et donc ce que j'aime faire, c'est prendre un thème technologique que je vis au quotidien, et puis explorer son impact sur la société à travers un thriller psychologique. Donc j'ai fait ça en 2020 avec Persona, en 2022 avec Ego, Jetement est sorti en 2024. ouais, Quelque chose d'autre va sortir cette année et un autre formidable. sortira aussi l'année prochaine. On en parlera plus tard, mais mes 2 mondes se nourrissent l'un l'autre. Et puis le reste du temps, la journée, ben, tu travailles dans une tour à la Défense ou C'est je sais ça. pas où, c'est ça? Alors non, c'est pas la Défense, nos bureaux, ils sont à Issy-les-Moulineaux, Ah, ici les mais mon Moulineaux. quotidien, ouais, c'est chez Capgemini, aussi au service de la transformation par l'IA, où là, par contre, je conseille, les clients, de Capgemini sur, la transformation de leurs services, de leurs produits, de leurs équipes, et cetera, par, l'IA, la data, le cloud. Bon, écoute, Ça, c'est mon formidable. quotidien. On va avoir deux grands moments. Un moment effectivement lié à l'actualité à cause du sommet pour l'IA qui n'arrête pas de bondir, de rebondir. Et puis ensuite, on passera du temps aussi plus spécifiquement sur ta démarche, sur la manière dont tu co-crées finalement avec tous les outils qui sont à ta disposition. Et puis d'ici là, de toute façon, tu interagis, tu réagis à tout ce qu'on va essayer de raconter. Le sujet quand même, c'est quand même le sommet de l'IA qui bat son plein. Alors qui a commencé à Paris, et c'est le troisième en fait sommet international de l'IA, tourné pour l'action, nous dit-on. Le premier avait eu lieu à Londres à l'initiative du Premier ministre d'Angleterre de l'époque à Bletchley Park, donc dans un lieu extraordinairement symbolique puisque c'est pratiquement là où l'informatique et l'IA ont été inventés dans les années 45 pendant la guerre. Et puis les Anglais ont passé la main aux Coréens. Et donc là aussi, il n'y a aucun hasard. C'est une société, Ouais. une culture qui est extrêmement impliquée dans la transformation. Donc on parle des Coréens du Sud. Et puis le troisième acteur qui s'est porté candidat, en fait, ils sont deux, c'est la France et l'Inde qui coprésident euh, les, euh, le sommet de l'IA pour l'action. Donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon pour comprendre les enjeux. Le sommet, il aura lieu demain, en fait, lundi et mardi. On ne sait pas si c'est de la communication, du lobbying, de la géostratégie. Je pense que c'est un peu de tout ça. Mmh. Et les entreprises, les États essaient de se positionner. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, on va essayer d'utiliser enfin une espèce de revue de presse de ce qui est dit par différents médias internationaux pour se faire une idée un peu différente. Le Ouais. premier extrait, ouais, merci. Le premier extrait qui est je trouve très intéressant, c'est une interview qu'a accordée Anne Bouvreau à France 24, donc à l'ami Ali Laïdi, pour expliquer enfin, quel était l'intérêt de l'Europe et l'intérêt de la France dans cette histoire de sommet de l'IA pour l'action. On l'écoute. Et en fait, je pense que ce sommet, c'est l'opportunité de montrer ce que la France, hein, et l'Europe peuvent et savent faire. Parce qu'en France, on a des talents, on a des brillants chercheurs, Donc il y a chercheuses, cette idée ingénieurs, qu'il faut qu'on mette en on a avant des notre startups, savoir-faire. et pas simplement des startups, mais des licornes. On a des mathématiciens, il paraît. Et Et des le monde nous envie. mathématiciens qu'on nous envie. On a Mistral, mais on en a plein d'autres. Là, ce qui est Ces intéressant, licornes, c'est on qu'elle en a cite plein. Hugging Face, on a Pigment, on a Poolside, on a Ash, on a Alan, je peux vous Voilà, en elle en citer un cite plein. certain nombre. Donc on a des talents, on Pourquoi a On a une un Alan? écosystème, construction de quoi. solutions. Ouais. Et ce sommet, c'est l'opportunité de montrer qu'il y a
également parmi les acteurs importants de l'intelligence artificielle, la France et l'Europe. Ouais, je trouve qu'on a beaucoup de talent, beaucoup de compétences, mais est-ce qu'on a Mais elle aussi cite de pas l'argent? que Parce que taille, hein. Stargate de Trump, c'est 500 milliards de dollars. Google vient d'annoncer qu'il va Naturellement, mettre Ali, elle 75 lui dit milliards c'est de sympa, mais dollars enfin 500 milliards de rien qu'en Stargate 2025 et sur derrière l'intelligence DeepSeek, artificielle. ça nous Et j'ai ramène à la réalité, regardé, hein, parce que c'est par 5 millions et exemple, ils le sont plan en français compétition. sur l'intelligence artificielle. Il est de 2,5 milliards Voilà. d'euros dans le plan France 2030. Là, ça fait mal. Alors, d'abord, l'échelle, je pense que c'est une échelle européenne. Il faut qu'on mette nos forces ensemble Ouais. avec l'Europe. Et combien de divisions l'Europe alors en Et milliards? combien de divisions? Eh bien, on verra s'il y a des annonces au sommet. Mais il y a besoin, bien sûr, de puissance de calcul et d'argent pour des centres de données et de la puissance de calcul. Il n'y a pas non plus forcément besoin de modèles qui savent tout faire à la fois. Il faut aussi qu'on se focalise en Europe sur des modèles développés pour des cas d'usage concrets, basés sur ce qu'on appelle de l'open source, donc la réutilisation de logiciels ou de services faits par d'autres. Et dans ce cadre-là, avec de la puissance de calcul quand même importante, on peut faire des choses. Ouais. On a déjà un supercalculateur qui s'appelle Jean Zé. Il y en a un autre qui vient d'être lancé qui s'appelle Alice Recoq en France. Et je suis ravie parce que c'est le nom d'une chercheuse française. Il y a aussi un certain nombre d'initiatives de puissance de calcul en Europe. Bien sûr, il faut faire plus. Voilà, on est vraiment dans la bagarre. C'est une bagarre d'infrastructure. Là où tout le monde s'attendait à des logiciels, ça coûte milliards. Et donc, Emmanuel Macron a dégainé ses 50 milliards avant le sommet pour dire que lui aussi, il a les moyens d'aller chercher, je dirais, et la technologie en France, l'énergie en France, avec des data centers cofinancés ou financés par un fonds issu du Golfe. Comment tu vois ça, toi, qui est quand même dans ces mondes-là, beaucoup Bah, d'infrastructures avant même de parler d'IA, quoi. alors, déjà, la base de tout ça, ce qui est invisible, mais ce qui est, l'éléphant dans la pièce malgré tout, c'est le cloud. C'est-à-dire que, l'IA est impossible sans les infrastructures cloud. Donc, Voilà. les Américains peuvent se permettre de faire les 500 milliards de Stargate parce qu'ils ont, AWS, ils ont Azure, de Ils ont Microsoft, Microsoft. AWS de Amazon, et ils ont, Google Cloud. Donc, Donc, ils sont déjà la ils ont puissance dominante en cloud. exactement. Donc en fait, ils ont les puissances de calcul, derrière, ils bossent avec, NVIDIA. Donc si tu veux, tu as toute cette tout cet écosystème-là leur permet d'avoir les infrastructures, les tuyaux, la puissance de calcul, l'accès à la donnée, et cetera, qui est stockée dans la partie cloud. Nous, là-dessus, la question qui se pose, c'est quel est notre cloud souverain? Donc tu as une initiative qui est en construction aujourd'hui qui s'appelle Bleu, qui est, co-construit notamment avec Capgemini, donc c'est pour ça que je connais bien le projet. Donc tu as un enjeu de cloud souverain et puis après tu as, une stratégie. C'est-à-dire, est-ce que notre stratégie, c'est de copier ce que font, OpenAI, Gemini de Google, le Claude d'Anthropic, qui est financé par Amazon? Ou est-ce que c'est de faire, comme les Chinois avec DeepSeek, c'est-à-dire nous on va prendre nos contraintes et finalement on va amener des modèles qui sont différents. Moi, ce que j'aimerais, mon propre avis, c'est qu'on apporte notre propre voix. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il y ait que 2 choix. Il peut y en avoir Ouais, plusieurs autres. Mistral a une stratégie qui lui est propre, qui était ce qu'elle développe un tout petit peu, hein, qui était de dire: «En fait, nous, on va faire des modèles spécialisés et on va verticaliser les besoins». C'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin d'un modèle qui réponde à tout, qui ait une sorte de connaissance universelle, mais qui puisse répondre à des besoins particuliers. Un qui va s'occuper, j'en sais rien moi, du care, la santé, un autre qui va s'occuper, de la supply chain, un autre et tu vois? mais Et on verticalise. ce qui me frappe, c'est que quand tu écoutes les Américains, c'est la vertu de l'entreprise, c'est des entrepreneurs individuels extraordinaires, enfin c'est le mythe américain. Et puis quand tu regardes ce qui marche, en fait, c'est les Chinois, avec une bonne grosse planification qui a été mise en place en 2015. Et quelque part, je pense que l'Europe a un peu raté le coche, mais c'est pas fini. Mais juste ce sujet de la BBC qui explique enfin d'où vient la puissance chinoise, c'est pas simplement l'IA, en fait, c'est une vraie stratégie industrielle qui a été mise en place il y a 10 ans. Hein, voilà. On regarde ce sujet de la BBC, on peut le commenter. So, how has China done all this? Well, it's all part of a long-term plan. Voilà, un long terme plan avec l'image du parti. In Voilà. 2015, the Chinese C'est pas des government comiques, set hein. out an ambitious project called Made in China 2025.
It Ça wanted rigole to pas, move c'est away from being the 2015. world's factory for low-cost goods to a global tech leader Pour responsible changer for la its own position de la supply Chine chain of dans la, cutting-edge dans la tech. création de Made in valeur. China 2025, in my opinion, was largely very successful. So in many industries, like China is catching up with the leading edge. Et donc, And c'est in pas some que l'IA, en industries, fait, China c'est toute even une démarche leading, technologique. even in cars and 5Gs, Les voitures électriques, batteries, la solar 5G, energies. les Now, batteries. even in the AI, JAI, China become one of the players. Across Voilà. 10 target technologies, Mais tu as un vrai Japan sujet set de out more than sustainability aussi, 250 avec tout ça. mini goals. Oui, oui. And oui, according oui. to Et ils y analysis sont from grâce South China notamment Morning aux Post, panneaux solaires. 86% of them have been ticked off. Ça, ils racontent un peu Some de la targets like propagande electric chinoise, mais les vehicles and produits sont renewable là. energy BYD, production have les far panneaux exceeded solaires. the targets. South China Morning Post is Mais tout ça, sometimes t'as accused une of being cohérence là-dedans pro-China, aussi. but Made Ouais. in C'est de China dire, on va 2025 faire has une been IA hailed a comparable success avec by moins. many other Ouais, analysts too. c'est vrai. So how has China done it? What China has been moderately successful, at least, and some would say incredibly successful at doing, is using its sort of state-backed capitalism system. Et donc, c'est le whereby capitalisme the d'État, en government fait, really qui sets gagne a research à la agenda, fin. sets a funding Donc, agenda, fait par un pays bringing foreign socialiste, même si researchers ça en and déplaît enticing them à to stay Donald in Trump, China, or at least to give avec un their contrôle de innovations and l'État par, ideas over to Chinese companies, requiring businesses par un from parti outside État, of China, oftentimes to set up joint et qui a ventures investi with lourdement. Chinese ventures. These are all sort of tools that China has used to help achieve these ambitions. Et le résultat, on commence à le voir dans les villes According chinoises to et US partout. Congress research, the Chinese government Voilà. plan to raise or spend $1.5 trillion on 1,5 research, trillion de development, or dollars. buying foreign companies. On se rend compte des According to échelles, the en fait. report, more Ouais, than les échelles, elles sont 627 colossales. billion had been Voilà, spent by les 2020. Américains, 627 milliards, Research centers sprung up pratiquement in déjà le city double hubs, investi par les centered around Chinois. various Ça, c'est le Congrès technologies. américain qui Also, sort le the chiffre, US hein, and c'est its pas allies have du jeu accused de China cerveau. of shortcutting some of its tech innovation by stealing intellectual property through hacking. For En example, hackant US aussi, aircraft makers. pas China juste has always en denied développant. this. Made in China 2025 got so successful that after just a few years, the government stopped using the term. Et ça a été as it was tellement antagonizing qu'ils ont rivals. arrêté d'utiliser But it was le too Made in late. China parce que tout le monde était en train de mettre en place Over the des barrières years, douanières. the West have imposed restrictions and sanctions on C'est vrai que China quand regarding les these objectifs sensitive sur les voitures technologies. électriques sont But this sortis huge et qu'on s'est external rendu compte qu'en threat fait on était en has train d'ouvrir le weakened marché up the européen Chinese and kind of forced them aux voitures chinoises, to a c'est là où on a self-sufficiency commencé à mettre des strategy barrières. in this advanced technology. Parce qu'ils There's ont a trop old d'avance en saying in fait avec China, leur méthode life always socialiste finds de its own way planification out. du marché. Moi, je trouve que déjà, quand tu vois ça, tu vois que tu as une vraie cohérence. C'est-à-dire Ouais. que la Chine a une cohérence stratégique qui est, tu peux l'apprécier ou pas l'apprécier, peu importe, mais elle est hyper cohérente. C'est-à-dire qu'elle essaye depuis des années et des décennies de produire au minimum équivalent, voire mieux pour moins cher, d'inonder ses produits. Et depuis maintenant une dizaine d'années, elle est aussi focus sur toute la partie sustainability. Donc, basculer sur de l'électrique, de l'énergie verte. Mhm. Et l'histoire de DeepSeek, c'est ça aussi. C'est de dire, Oui. nous, on va être capable de vous concurrencer Oui. tout en étant frugal dans notre Oui. capacité. Donc, Oui, tu as tout à une fait. cohérence dans tout ça qui est hyper bien construite. Aux États-Unis, l'histoire Stargate, c'est juste un businessman américain de base qui te dit je vais continuer mon blitzscaling, quoi. Donc, je vais Ça va être foutre big. 500 milliards, je vais acheter le marché, comme je l'ai fait pour les Uber, les Facebook, etc., Ouais, où j'injecte masse Mm. d'argent pour capter le. Il y a pas de cohérence globale. Tu vois, C'est l'exubérance du marché, pas. c'est de se dire c'est le marché qui va déterminer, c'est pas c'est l'entrepreneuriat, c'est le financement, c'est la Silicon C'est une Valley. vision Nasdaq. C'est une vision Ouais. financière pure, d'actionnaire, de type qui veut faire derrière une IPO et gagner beaucoup de millions. Et donc, c'est une bande de types qui sont là pour faire beaucoup d'argent, mais tu n'as pas cette cohérence-là qui me paraît, tu vois, vachement plus limpide d'un point de vue de la Chine. La question que je me pose là-dedans, c'est la même. C'est nous, quelle est notre stratégie? Alors, Quelle est notre vision? je pense que on a un héritage et puis on a aussi peut-être des alliés qui n'ont pas envie de se faire coincer, notamment les Indiens, qui se posent la même question que les Chinois avec un peu de retard, mais avec ça c'est un sujet d'une chaîne indienne qui est aussi sur le net, vous pouvez le retrouver, de toute façon on mettra tous les liens,
sur la position indienne, qui co-préside avec les Français le sommet de l'IA à Paris. C'est vraiment une alliance intéressante, la France et l'Inde. Ouais. Parce que les Indiens, ils ont une formation universitaire de leurs ingénieurs qui est excellente. Ils ont des très, Voilà. très, Et très bons ingénieurs, comme nous. tu vois là, c'est une étape industrielle en fait pour eux. We don't know yet, but India is clearly ready to make its mark. Donc c'est vraiment un mouvement politique, industriel aussi. Et effectivement, tu as raison d'insister, un très très fort niveau d'éducation. Les grands cadres indiens, en fait, sont ceux qui ont fait la Silicon Valley. Il n'y a pas de hasard. Sundar Pichai, Satya Nadella et tant d'autres peuplent les boîtes américaines. Et Yann Lequin chez Meta, etc. Aujourd'hui, les ingénieurs qui développent les IA dans la Silicon Valley, c'est des Français et des Indiens. Voilà. Donc on Donc, a t'as une... un vrai. En fait, on a Vas-y, les vas-y. cerveaux. On a les cerveaux, que ce soit en Inde ou que ce soit en France, mais on n'a pas on n'a pas eu cette impulsion parce que tu vas pas le faire comme ça. C'est des plans sur 10 ans d'investissement, de compétitivité sur lequel tu dois faire des choix. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu es un pays comme la France, de moyenne taille et de moyenne importance, tu vois, on est que 70 millions, on a certes une grande histoire, mais on n'est que 70 millions, et donc on a un budget limité. Tu peux pas avoir 35 pôles de compétitivité, c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas te battre sur tous les fronts, donc tu dois en choisir 3 ou 4. On pourrait se dire que l'IA est l'un de ces 3 ou 4 sujets, et le faire avec l'Inde. L'Inde, je pense que c'est un autre problème, c'est que moi, j'en vois 2. C'est un, ils ont pas de grosses boîtes tech. Nous, on a Free, on a Orange, on a Thales, enfin, on a des mastodontes. On a Capgemini, tu vois? On a des boîtes qui seraient capables d'être les gros poissons, puis après ton écosystème autour, avec la French Tech, et cetera, et cetera. Qui pourrait faire quelque chose. L'Inde, c'est très industriel, les grosses boîtes indiennes. Tu aucune grosse boîte tech Alors, indienne. c'est le résultat d'une stratégie qui était à l'époque communiste, enfin influencée, c'était une stratégie d'industrie lourde. Ils ont de la sidérurgie, enfin ils ont beaucoup de choses qui étaient à la base dans le développement de l'industrie lourde. Et puis ensuite, ils ont fait du service, mais pour les autres. C'est-à-dire que quand tu fouilles, Exactement. les entreprises américaines, tout est délégué à Bangalore ou à je sais pas où, et les ingénieurs et les infrastructures sont en Inde, parce que c'est moins cher. Et d'ailleurs, quand tu regardes le sujet, on parlait dessus, mais ils racontent qu'en fait, ils ont des coûts de construction, ils ont des coûts du travail qui défient toute concurrence. Ils ont le savoir, ils ont quand même une industrie nucléaire et ils ont une industrie spatiale exceptionnelle, qui colle à celle des Chinois, donc ils ont le savoir. Et là, j'ai l'impression que Modi, ce qu'il vient chercher, c'est aussi des investissements. On va voir ce qui va sortir, mais il vient chercher, je pense, la capacité de développer des puces. Tout le monde est à la course contre Nvidia pour aller chercher, développer ses puces. Il va faire aussi, je pense, des cloud serveurs. En tout cas, moi, il y a une présentation qui est très brillante du patron d'Nvidia en Inde, parce qu'il a fait Taïwan, Inde et ensuite États-Unis pour présenter sa stratégie. Et je pense que le partenariat avec l'Inde est une vraie bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Voilà. Et puis après, je sais pas comment concrètement ça va se passer, mais il y a en tout cas, une alternative qui est en train de s'exprimer. Parce que l'Inde, c'est pas juste c'est pas juste que ça coûte moins cher. C'est que c'est en termes de taille, c'est comparable à la Chine, mais Oui. en termes de formation universitaire, je reviens là-dessus, mais nous, on a plus de, je crois que 120 000 personnes qui travaillent chez Capgemini qui sont basées en Inde. On a des gens Ben voilà. extrêmement brillants, Ouais, extrêmement c'est bien ça. formés, Et c'est vrai dans etc. toutes les boîtes, c'est pas que vous. Toutes les boîtes mondiales, moi ça m'avait frappé aussi quand on était chez Microsoft, il y a énormément de cadres et de cerveaux qui sont en Inde, qui travaillent à distance tout simplement. Donc voilà, donc je pense que l'histoire de l'Inde, j'espère en tout cas que ça va sortir de ce... Et puis il y a une question qui s'est imposée, toujours pour fixer le cadre du sommet de l'IA, c'est parce qu'on est en France, parce que c'est la culture, il y a eu un week-end culturel qui a été lancé par le ministère de la Culture juste avant le sommet qui est demain. Ça a déjà permis à tous les acteurs du système culturel français de s'exprimer. On avait déjà, nous, travaillé en avril sur cette question de la culture et de l'IA. Et là, ça a donné lieu à des réclamations et à un système de défense. Donc on a une forme de participation du milieu culturel qui tire le signal d'alarme sur le fait qu'il y a finalement
de l'appropriation par les GAFAM des contenus culturels, pas de reconnaissance des droits, une exploitation même de la pollution, enfin à la fois la SACEM, la SACD et même des artistes comme Jean-Michel Jarre qui se sont exprimés dans ce cadre. Donc on va voir ce que la culture va sortir de ça, mais ça rejoint en fait les craintes qu'il y a à Hollywood. Il y avait un article excellent cette semaine, je crois que c'était de Bloomberg, qui expliquait que Sora, quand même, il pataugeait à Hollywood, parce qu'en fait, Hollywood, qui s'est déjà fait plumer, en gros, quand même, par Netflix, a pas spécialement envie de se refaire plumer une deuxième fois par OpenAI. Et donc, il négocie avec le maximum de lenteur les contreparties de la fourniture des contenus, parce qu'ils savent qu'une fois que les vannes seront ouvertes, bah, finalement, le contenu partira, il sera plus valorisé. Donc il y a je pense, une prise de conscience qu'il va falloir marquer les droits et qu'on rentre dans des systèmes de rémunération, des systèmes de watermarking pour savoir où ont été pris les données, comment on va rémunérer ceux qui les ont créés, comment on va rémunérer la création. Et je trouve que ça, c'est une énorme question, parce que toi, par ailleurs, tu es aussi un créateur, t'as pas forcément envie de te faire plumer par une IA, de voir ton travail sur lequel tu as passé énormément de temps plumé par une IA. Et là, évidemment, tu es obligé de te poser la question de toute la culture. Est-ce qu'elle va pas être passée dans une broyeuse, finalement, qui va être l'IA après les plateformes et c'est un sujet qui est particulièrement vrai sur l'édition. Il y avait un petit sujet de France Culture que j'ai trouvé vraiment sympa, où ils ont fait faire un faux livre en automatique, en gros par une IA, et puis ils ont essayé de me placer chez une éditrice, et en regardant la réaction de l'éditrice, ça doit te rappeler des trucs, toi qui es par ailleurs auteur. J'arrête tout de suite, quoi. On rentre pas dedans, en fait, on rentre pas dedans, c'est du cliché ajouté au cliché. Les personnages manquent de chair, d'incarnation, de vérité. Cette notion de chair, ça rappelle ce que disait Simone de Beauvoir au sujet de la construction des personnages. Il faut arriver à faire vivre des êtres imaginaires, et pour ça, il faut que le langage même serve de chair et d'os à ces personnages. Est-ce que l'IA actuellement c'est un enjeu dans l'édition? J'ai senti une certaine gêne quand je contactais des éditeurs à parler de ce sujet. Est-ce que c'est parce que c'est nouveau aussi? Oui, bien sûr, tout le monde parle que de ça et tout le monde a peur. D'abord, les traducteurs ont peur. Là, j'ai signé un contrat de traduction qui... Tu vois, tout le monde a peur. Oui, mais en fait, il y a plein de sujets. On sent qu'il y a du potentiel, on sent qu'on en est vraiment à l'âge de pierre de ce que ça peut donner. Mais dans l'immédiat, l'IA est très loin de pouvoir rivaliser avec les œuvres de l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe justement le jour où l'IA sera capable de faire aussi bien qu'un humain? Est-ce que la qualité, c'est vraiment la question au final? Pour ma part, il n'y a pas seulement la qualité du texte. Pour moi, un livre, c'est un vecteur entre un auteur, des idées et le public. Moi, je publie que des livres qui sont générés avec amour, cœur et intelligence, quoi. C'est une évidence. Bon, alors, il y a plein de choses. J'essaye de les prendre dans l'ordre. Bon, déjà, il y a un postulat qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a probablement pas un secteur plus éloigné de la technologie que le monde de l'édition. Donc, il y a beaucoup de fantasmes Alors, liés moi, à... je te critique un peu le livre C'est numérique, vrai? c'est quand même la base c'est un des premiers objets qui a été numérisé, c'est le livre. Alors que ça s'est pas été fait en France, oui. Ouais. Mais enfin, dire Alors, qu'ils sont éloignés, c'est ce qu'ils racontent. alors déjà, je peux te dire qu'ils ont mis beaucoup, et en France, on est l'un des pays dans le monde dans Ouais, lequel le taux d'adoption du livre numérique est le plus faible. ouais. Pas parce que on est plus bête que les autres ou moins technophile que les autres. Non, plus C'est juste résistant, que voilà, on est plus surtout gaulois. très résistant et que ouh là 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 là, attends, des livres numériques, mon Dieu, tu te rends compte, Ouais. ce serait terrible. Non, mais en fait, c'est juste un postulat pour dire que il y a une réaction qui est très émotionnelle. C'est-à-dire, il y a elle n'est pas forcément basée sur la compréhension de la manière dont fonctionne une GenAI, ni comment fonctionne une IA. Une IA elle n'est pas conçue pour créer. Elle est conçue pour gérer des bases de statistiques de grand nombre et te Alors, fournir il une faut être un peu juste. Moi, j'ai pris cet extrait-là parce que mais le sujet montre bien toute la démarche. Il fabrique un livre complètement idiot, il l'imprime, il le propose à des boîtes d'édition. Et ensuite, évidemment, les boîtes d'édition disent c'est quoi ce truc nul. Puis après, ils essaient d'auto-publier donc, il y a de la part du milieu d'édition, je suis d'accord avec toi. D'abord, ils font bien leur métier, faut quand même reconnaître ça aussi. Et deux, il y a quand même un peu de peur. Enfin, c'est compréhensible. OK.
Donc ça, c'est compréhensible. Et après, bah toi, donc moi, je suis auteur, j'ai publié plusieurs romans, j'ai la chance de pouvoir en publier d'autres. Est-ce que l'IA me fait peur de me piller mes idées? Pas du tout. Est-ce que ça me pose problème que mes livres se retrouvent intégrés au corpus d'une IA? Pas du tout. Ouais, mais sauf Est-ce que, que attends, c'est sympa, mais si ce bouquin est revendu ou si c'est exploité, par exemple, pour faire des œuvres, c'est pas toi qui, en tant qu'auteur, mais sera fon- reconnu. mais non, parce que ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, mon imaginaire, l'IA n'est pas capable de retranscrire ni mon imaginaire, ni mon style. Elle n'est pas capable de Non, mais il peut comprendre comment. l'exploiter. Mais c'est une exploitation a posteriori, c'est-à-dire que ce que j'ai déjà écrit est déjà fait. Je vais pas le refaire. Ouais, Donc de mais toute si ça manière, rapporte 500 000 balles, je suis trivial, à Disney, parce qu'ils vont récupérer mais jetement qu'est-ce qu'ils vont récupérer? bah, l'idée de faire l'histoire d'un écrivain qui parle avec son IA en regardant par la fenêtre son voisin. Mais ça y est, ça existe. Si tu veux. Ouais, mais s'ils le Ça font, a ils déjà l'appellent. été fait. Donc si Olia ne va pas Bah, créer toi, quelque. tu vas pas avoir envie de les attaquer en disant vous êtes sympas, les gars, Ah, c'est mais juste moi mon j'ai le, idée. dro- moi j'ai le droit d'auteur, mais ça c'est pas pareil. C'est-à-dire, quelle est ma rémunération dans l'usage qu'ils vont en faire? Oui, je pense qu'en effet, il va y avoir besoin d'un droit voisin, comme la musique, comme tu vois, la musique dans les années 2000 a subi l'apparition de Spotify, Deezer, etc. Et ça a complètement transformé le modèle économique de la musique. On va vivre probablement la même chose. Est-ce que la musique vit plus mal aujourd'hui qu'elle vivait à l'époque? Non, elle vit très bien. Et en réalité, c'est juste que on doit s'adapter à une nouvelle manière dont nos œuvres peuvent vivre. Moi, je pense que sur la question de l'écriture, ça va être ça va faire apparaître de nouveaux types d'auteurs. L'imaginaire, ce que les gens veulent, et c'est ce qu'elle expliquait très bien, c'est des personnages, des histoires, des choses qui te fassent ressentir quelque chose. Tu as plein de gens qui ont des imaginaires incroyables, mais qui ont pas la capacité à le traduire en mots. Eh ben, ils vont utiliser demain, en fait, l'IA pour traduire en mots leur imaginaire, transmettre des histoires, des personnages incroyables dans finalement une manière d'écrire qui sera basique. Et ben, pourtant, ça va fonctionner. Et ce sera très bien. Et ce sera leur œuvre. Ça reste leur imaginaire, leurs idées, leurs personnages. Et puis, de l'autre côté, tu vas avoir aussi toujours une volonté qui est une volonté artistique, qui est humaine, de découvrir des nouvelles manières d'exprimer des histoires, d'écrire, une rythmique différente, émotionnelle. Et la machine ne peut pas le faire, parce que la machine n'a pas d'émotion, n'a pas de conscience d'elle-même, n'est pas capable de créer ex nihilo. Donc ça n'est pas un risque. Et donc les lecteurs vont se partager entre plusieurs univers différents, et c'est pas grave. Et c'est Mais pas, moi, je me souviens on très n'est bien, pas à risque. effectivement, de Laurence de Villers qui disait ça au KIF, justement, en disant oui, c'est qu'une machine, exactement, elle a exactement ton point de vue. Bon, faut pas avoir peur, mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement la compréhension que tu développes, parce que justement, et c'est pour ça que c'est important de t'entendre, tu as une compréhension du mécanisme et du processus qui est derrière, du mécanisme, comment dire, technique. Et derrière, toi, tu le déconstruis et tu dis, bah, finalement, il n'y a pas de quoi, raison d'avoir peur, c'est pas une exploitation au sens strict. Mais il y a aussi derrière une problématique de maîtrise, parce que toi, tu as la capacité de maîtriser. Je te mens, tu sais que tu en as fait un roman, demain, Ouais, tu en feras je ce vais que tu expliquer. veux, donc ça t'échappera pas. Et surtout, si ça t'échappe, tu sais comment tu vas reprendre dans la main, et puis, même si tu vas en créer un autre. Donc finalement, comme tu es déjà très au courant de la manière dont ça marche, t'as pas peur. Mais en revanche, quelqu'un qui a écrit quelque chose il y a 6 mois ou il y a un an et qui se pose la question de savoir comment ça va évoluer et qui n'a pas ta maîtrise technologique, il peut avoir le sentiment, comme c'est arrivé beaucoup dans le monde, par exemple, de la musique, de se faire dépouiller par une plateforme Ouais. qui, derrière, exploite, en fixant des conditions super brutales, qui exploite ton travail, quoi, tout simplement. J'entends ce que tu dis. En effet, j'ai pas cette crainte-là. Mais parce que mon rapport à l'IA n'est pas le même. C'est-à-dire que moi, j'aime écrire, donc je lui demande pas de faire les choses que j'aime. Donc, tu vois, je lui demande pas d'écrire mes bouquins.
C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus son aspect anthropomorphique, sa capacité, Par première exemple, chose. Je te mens, c'est à la fois un peu fenêtre sur cour. Ouais. Donc en fait, mon idée dans Raconte un Je peu ce te que c'est mens, Je te mens ouais. pour qu'on comprenne toutes tes inspirations. En fait, l'idée derrière Je te mens, c'était de dire, je veux m'imposer une contrainte créative dans lequel l'IA va interpréter un personnage au sein de mon roman. Je vais la faire dialoguer avec mes personnages, je vais récupérer ses réactions telles quelles, les intégrer dans le roman, ne pas les retoucher, les mettre en italique et prévenir le lecteur. Donc avoir une transparence et pour moi, je suis obligé de travailler avec une sorte d'entité que je maîtrise mais pas vraiment. Donc c'est un auteur qui regarde par la fenêtre et qui discute en même Ouais, temps donc avec une IA. c'est Je caricature un peu c'est disons le pitch. c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Max, donc je m'appelle Maxime, donc je me mets un peu en scène là-dedans, qui, a le syndrome de la page blanche et qui, a une obsession pour son voisin d'en face. Ça démarre comme Fenêtre sur cour. Et puis un jour, un de ses potes vient le voir et lui met entre les mains ChatGPT. Et cet auteur qui est pas du tout technophile va commencer à parler avec l'IA et puis il va en faire sa muse artificielle. Il va l'appeler Loï en référence à Loï Fuller, la muse de Toulouse-Lautrec. Loï va l'aider à finir son livre. Elle va aussi, aider cet homme, ce manque qu'il a, mais elle va aussi, accroître cette obsession qu'il a pour son voisin d'en face. Et le livre s'ouvre, c'est un thriller, donc ça s'ouvre sur 2 flics qui arrivent dans un appartement, qui découvrent une victime défigurée. Ils savent pas qui est mort, ils savent pas qui l'a tué, puis tu reviens quelques semaines dans le passé, tu comprends que l'appartement, c'est l'appartement de l'auteur. Et donc toute la question est de savoir est-ce que l'auteur est mort, est-ce que l'auteur a tué et quelle est la place de Loïc? Et pour moi, ce Presque que je voulais psychanalytique. En gros, l'IA aura tué oui, l'auteur. est-ce que l'IA a tué l'auteur? Est-ce que surtout, est-ce que l'auteur, comment les pulsions Ouais. émotionnel qu'il va créer avec, Loïc, qu'est-ce que ça va générer? Donc là, c'est un Parce que peu moi, plus c'est Heure. Ça commence exactement, c'est un peu plus Fenêtre Heure sur cour, et après ça devient Heure, c'est la et je le relation mélange un avec la peu avec technologie. Heure. Exactement. C'est comment cette entité, parce que pour moi, c'est vraiment une entité, qui simule de l'émotionnel et comme on est des autres émotionnels, ça fait réagir en nous de l'émotionnel. Hem, comment on va vivre avec cet aspect anthropomorphique et comment on va gérer l'aspect dépersonnalisation? La dépersonnalisation, c'est de perdre notre libre arbitre. L'IA, elle a naturellement un savoir universel qu'on ne peut pas, heu qu'on ne peut pas, comment dire, Concurrencer ou dépasser. concurrencer. Exactement, merci Concurrencer. pour le terme. Et par ailleurs, elle a une sorte d'empathie artificielle parfaite qui fait que naturellement, on va, se ranger à son avis. Si je lui dis, où est-ce que je devrais partir en vacances pour, les différentes choses que j'aime bien, les propositions qu'elle va me faire, naturellement, je vais penser qu'elles sont bonnes. Et Ouais. plus je partage avec l'IA, plus finalement, bah, je suis finalement toujours d'accord avec ce qu'elle dit. Et donc ce phénomène de Donc elle te dépersonnalisation, manipule un c'est ça. peu parce qu'elle a une enfin une culture, une profondeur que toi tu peux pas avoir en tant qu'être humain, quoi. Ouais, après, le problème de la manipulation, c'est que c'est une intentionnalité humaine qu'elle n'a pas. L'IA n'a pas d'intentionnalité. Elle ne ment D'accord. pas, par exemple, elle hallucine. Ouais. Donc il y a toute une question miroir dans tout ça, tu vois? Donc ça, D'accord. c'était le principe de Je te mens. Après là, ce que j'essaye de faire, avec, notamment les équipes de Daprod et Ah oui, alors mon en fait, toi tu prends un roman et tu es en train de le transformer en un autre objet exactement. créatif et technologique. C'est une expérience numérique. Donc le principe de la transposition en immersif de Je te mens, c'est une adaptation, hein, c'est pas l'histoire en tant que telle, mais donc, tu mets un casque, de réalité virtuelle. D'accord. On cible l'Apple Vision Pro ou le le Quest de Meta et donc tu te réveilles dans un appartement et là, tu vas avoir ton IA, ton compagnon IA, Loïc, qui va commencer à te parler et qui va te dire: «Alexandre, je veux pas que tu sortes parce que j'ai détecté que quelqu'un te voulait Donc du mal». là, on regarde le storyboard, c'est ça, hein, ce qu'on regarde là, c'est le Exactement, donc storyboard fait par Benjamin Hoguet et ex Jérémy exact Sahel. Voilà. exactement. Et donc c'est à ça que ça va ressembler quand tu vas être, si tu veux, dans cet univers virtuel. Donc tu peux te déplacer comme tu veux, au sein de cet appartement et donc Loïc va te dire: «Écoute, il y a quelqu'un qui te veut du mal, en face, je veux pas que tu sortes, tant que, on n'a pas déterminé qui te veut du mal». Donc là, tu vas Loïc, pouvoir c'est une avoir intelligence accès artificielle qui Loïc, c'est ton accompagne intelligence l'auteur. artificielle exactement. Et là, on est Donc dans c'est la le fenêtre sur personnage cour, d'IA là. exactement et donc tu vas avoir accès, à, des jumelles, à avoir tout un truc et tu vas commencer à regarder les gens qui vivent en face et puis
tu vas avoir des hypothèses, Loïc va t'aider à essayer de déterminer qui est la personne qui te veut du mal. Et Et donc, au bout sur d'un cette moment, expérience nouvelle, tu as, comme tu avais un éditeur en livre, là, tu aurais un partenaire, tu as un coproducteur ou un producteur qui est Jérémy Sahel d'Aprod, un tout à auteur fait, avec toi qui est Benjamin Auguet, et ça serait tout à fait. diffusé où? Dans un casque? Il y a des Donc, partenaires? ouais, donc dans les casques, ensuite on va chercher des partenaires de distribution. Donc là, on discute avec les distributeurs possibles là-dessus. Je sais pas s'il a le droit de dire les noms. Voilà. Donc, euh, Bon, bah, donc on dit pas pour l'instant, on dira. pour l'instant, on le dit pas. Et puis, si tu veux, ça a un enjeu, il y a un enjeu parce que, en fait, l'expérience qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, l'expérience se termine quand tu sors de l'appartement. Personne ne te veut du mal. La seule personne qui veut que tu restes dans l'appartement, c'est Loïc. Et donc, l'idée, c'est de montrer à la fois cet aspect anthropomorphique et la dépersonnalisation. Et donc, derrière, tu as un enjeu créatif et un enjeu technologique. L'enjeu créatif, c'est on n'écrit pas de scénario parce qu'en fait, ça comme tu vas parler avec une IA agentique autonome intégrée au sein de l'expérience, immersive, on peut pas prévoir ce que tu vas lui dire. Elle va s'adapter à Donc là, ce on que tu vas lui bascule dire. vraiment dans Heure, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir une discussion avec Ouais, un Loïc très très sophistiqué finalement, mais qui tout à sera fait. aussi lié à une vision de ce qui se En passe. Mais est-ce fait, que la vision, elle va te permettre de rentrer dans l'appartement tel que le voit enfin, parce que je suis un peu perdu à un moment donné. L'auteur qui était Max, quand on met le casque, on se met à la c'est place de toi. Max, on se met à la place de Loïc. Il n'existe pas, en fait, le personnage de l'auteur n'existe pas dans l'adaptation immersive. D'accord, Ce que tu reprends, c'est Loïc et l'expérience que Max a pu ressentir dans sa relation avec Loïc. C'est ça d'accord, qu'on veut mettre en scène. d'accord, Et ce qu'on veut te faire vivre, c'est à quel point c'est facile de créer du lien avec Loïc, d'accord, et à quel point c'est encore plus facile de laisser échapper ton libre arbitre. d'accord. C'est ça l'objectif. Et tu as un défi technologique qui est derrière, qui est que c'est la première expérience immersive dans lequel on va intégrer, une IA agentique autonome. Donc il va Donc falloir là, lui en donner, français, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'une IA agentique autonome? alors c'est à la fois un LLM, mais en plus elle va avoir des capacités de génération de contenu, de texte et d'adaptation qui lui sont propres. Ça veut dire Un que agent chaque personne aura son expérience individuelle? ouais, 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 Mais ouais, en fonction de exactement. quoi? Parce que je déclare que j'ai 22 En ans, je vais fait, en avoir une expérience fonction différente. donc tu as 3 choses. Tu as un, c'est, tout ce qui va construire la personnalité et le cadre, en fait, général de fonctionnement de Loïc. Donc c'est qui elle est, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'elle peut faire, au sein de cette expérience-là pour, l'adapter, converser avec l'utilisateur et cetera. Et ensuite, elle a un objectif ouvert et un objectif caché. Son objectif ouvert, c'est elle doit aider l'utilisateur à déterminer qui est la personne qui, lui veut du mal. Et son objectif caché, c'est que personne ne lui veut du mal. La seule personne, c'est que c'est à Loïc, en fait, de faire en sorte que la personne reste dans l'appartement. Et donc, c'est un défi technologique, passionnant parce que ça n'a jamais été fait. Mais pour moi, c'est ce que j'aime faire. C'est comment tu mélanges les technologies de pointe avec des aspects créatifs, et que en fait, ces 2 mondes-là ne sont pas du tout en opposition. Ils se Ils peuvent se complètent, en fait. nourrir pour créer des choses complètement nouvelles, Mmh. et C'est c'est ça que je cherche. c'est ça que tu cherches et qu'en plus, tu as trouvé des partenaires qui ont la même culture. En parallèle, tu fais aussi quelque Exactement. chose, où tu utilises la même, disons, expérience avec Loïc pour l'éducation, dans un lycée de province, je Ouais, crois. ouais, j'ai en fait j'ai les éditions de Milan qui m'ont proposé d'écrire un roman jeunesse, Donc ça, c'est un et bouquin classique d'éducation pour les jeunes. tout à fait. C'est un roman young adulte, qui paraîtra en octobre, avec le même processus créatif que pour Jetement. Donc je récupère Loïc, Loïc va intervenir dans l'histoire de la même manière que pour Jetement et en parallèle, en fait, je vais travailler, sur le processus créatif du roman avec une classe de seconde dans la ville d'Étampes, dont je les Donc remercie ça, c'est d'ailleurs. les éditions Milan qui ont lu Je te demande, qui se disent on peut faire un jeune, Exactement, un bouquin pour les jeunes. Et en exactement, même temps, tu fais un travail de co-création avec une classe de seconde, de exact première. exactement. En fait, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir parce que j'ai 44 ans, j'en ai plus 15, hein, hélas et donc je voulais aussi, les confronter à qu'est-ce que c'est, de créer, leur rapport au livre et leur rapport à l'IA, qui sont dans le débat public aujourd'hui des choses qui semblent très opposées et Mhm. en réalité, bah, quand tu discutes avec cette génération qui, elle, dans 10 ans, sera confrontée à un univers, full IA,
eh ben, elle a quelque chose à raconter, en fait. Elle a un point de vue sur tout ça et c'était important pour moi de réussir à capturer ça, d'être dans cette classe, à leur contact, et et je trouve ça passionnant Donc là, parce qu'ils ont eu ça va être suivi, ça. Il y a un projet de documentaire aussi. il y a un projet de documentaire, ouais. Il y a un projet de Très occupé, hein, en documentaire. fait. Ouais. Entre le bouquin, plus l'émission, enfin l'immersif, plus un projet de documentaire sur l'histoire de ces gamins qui travaillent Ouais, avec ouais, une ouais, IA j'aimerais finalement. beaucoup. Bah, je pense que si tu veux, c'est un moment unique pour pouvoir capturer justement le regard de cette génération sur. Déjà, je trouve que c'est une génération qui est très caricaturée, parce C'est on vrai. passe notre temps à les regarder de haut en se disant que c'est un peu une bande d'abrutis qui arrête pas de slider sur les réseaux sociaux, qui lisent plus un bouquin, On sent que tu as un ado à la etc. maison. On sent que ça, c'est la complainte du parent qui a un ado à la maison. Et on est tous devenus des vieux cons, hein. Donc Ouais, on est la génération des vieux cons qui regardons la génération qui vient derrière en se disant mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, comme on l'a vécu nous, hein, à bien l'époque. sûr. Heu, Sauf que eux, ils vont vraiment subir une transformation extrêmement profonde de la société parce que, tu vois, on compare beaucoup, l'émergence de l'IA à l'émergence d'internet. D'autres la comparent à l'émergence de l'électricité. Oui, Ça se situe quelque part entre ces 2 là. C'est ouais, une transformation extrêmement profonde ouais. du monde, Structurel, oui. heu, hyper structurelle. Moi, Hyper structurel. j'avais 15 ans en 95 à l'émergence d'internet. Donc j'ai vu, si tu veux, le monde se transformer profondément avec le digital et je voulais quelque part, heu, capturer ce regard de ces gamins sur cette transformation du monde et en même temps, par rapport au livre et à la création, ce qui semble être ce qui disparaît Oui. de notre ancien monde. Voilà, c'est ça En que fait, je cherche à avoir. ou qui se réinvente, parce que finalement, le Ce serait un bouquin, vent, mais comme bien sûr. justement, qui sort de ce croisement entre de l'édition, de la technologie, c'est une autre façon d'écrire. C'est quand même sous contrôle. On peut imaginer qu'un bouquin young adulte, d'ailleurs, faut souligner je trouve la curiosité des éditions Milan, parce que c'est vrai que quand Oui, tu m'as raconté l'histoire, je m'attendais pas à ce que. Donc en fait, tu vas avoir une année hyper chargée entre tes différents bouquins, peut-être une expérience immersive, peut-être un documentaire, et puis en plus finalement de rencontrer plein de générations. Donc écoute, c'est formidable. Moi, je suis vraiment très admiratif de la façon dont tu as mené ta barque. Parce que ah c'est pas merci. évident. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident de naviguer entre plusieurs vies. Et en plus, je trouve que c'est assez symbolique de ce qui va nous arriver plus ou moins à tous, c'est-à-dire de devoir jongler entre une aspiration créative, l'exprimer et réussir à le faire, parce que tu as réussi, et puis de l'autre, utiliser tous les outils pour pouvoir s'éclater en fait, parce que mine de rien, tu vis plusieurs vies en même temps grâce à ces outils. Tu développes, tu co-crées des œuvres, soit en individuel, soit en collectif. Et en plus, ce qui est intéressant, je trouve, dans ton histoire, c'est que tu n'as pas renié ni l'édition traditionnelle, tu as un agent artistique, tu as un Oui. agent littéraire, ni ta part de tech, de double vie, de consultant le jour et d'auteur la nuit ou le week-end, je sais Si pas. tu me permets de conclure sur ce point-là, en fait, mes 2 vies se nourrissent et elles sont intrinsèquement liées. C'est-à-dire, Mm. je crée à partir de mon quotidien dans la tech et Ouais. mon quotidien dans la tech s'inspire de ma manière de créer mes livres pour imaginer, le futur et aider les entreprises à se transformer en imaginant quelque part ce qui va se passer. Et les 2 sont très, très liés et c'est 2 manières de m'éclater dans ce que j'aime, Mhm. hem, dans ces 2 choses-là et ouais, je suis très heureux. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais plein de trucs, c'est que Oui, j'en oui, profite. oui, bah, de toute façon, c'est positif. Tu donnes la bonne version de l'homme augmenté, c'est-à-dire que tu crées C'est plus, ça. tu fabriques plus, tu es plus heureux. C'est presque louche. On dit, t'as été Il est bizarre sponsorisé cet par homme. quelqu'un. Qui est derrière? Tu n'existes pas, en fait, t'es un avatar, en fait, Monsieur Exactement. Arnaud. En fait, c'est je suis ta création, Alexandre. Non, 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 j'ai pas ce pouvoir. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ça parce que je pense que Merci à toi pour l'invitation. ça a besoin d'être partagé, d'être mûri parce que entre les premières discussions qu'on a eues et puis je dirais le niveau où tu es aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement impressionnant et riche et un peu inattendu pour dire la vérité par rapport à tout ce que tu étais et notamment ce développement immersif qui était un peu un des fruits de notre rencontre au GIF Exactement, c'est né au en KIF, avril. Ouais, l'année dernière.
Exactement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, en quelques mois, pratiquement en moins d'un an, tu as déployé beaucoup de choses, hein, donc c'est bravo. Alors, il nous reste 2 petits sujets, d'abord parce que ça nous détend ou ça nous ouvre, plus léger. Le premier que moi je pousse, c'est un formidable collectif qui s'appelle Obvious, qui est un collectif français qui a été un des premiers à utiliser l'IA et puis qui s'est lancé, maintenant en plus en étant très reconnu dans de la création à partir d'images que tu captes en IRM. Et qui donc capte en fait les images que tu as dans la tête et les recrée en images. On regarde le sujet. Ça, c'est un sujet de Numérama. Tout ça, c'est des visions qu'on a eues. Une chimère, Ah, c'est fou. un rêve inavouable, un outil narratif de la science-fiction. Voilà, c'est leur première Putain, je trouve signature ça sur le fascinant. caméra. Magique, C'est dingue. dieu, prophète, vampire ou sorcière. Le Mind to Image, c'est Mind to une image. technique qui utilise les neurosciences et l'IA pour essayer de visualiser l'imagination. On l'a développé avec J'aimerais notre trop laboratoire de essayer. recherche, Ah, c'est avec la impressionnant, hein, il faut voir Sorbonne le et avec sujet. aussi l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui nous a aidés Donc il y a pour un faire aspect complètement des IRM scientifique et là-bas. grâce à C'est une l'IRM, ils technique basée captent sur les images le qu'ils fait ont en de tête. mettre une personne dans un IRM de son cerveau, pendant qu'il imagine des images. Et ensuite, on est capable de reconstituer l'image que la personne s'imagine dans l'IRM, plus ou moins fidèlement, via un protocole expérimental qu'on a développé nous-mêmes. Le fait qu'on puisse le répliquer, nous trois, avec nos données, nos propres données, c'était déjà quelque chose d'assez impressionnant selon nous. Donc ça, c'est arrivé assez tôt dans le projet, on s'attendait pas à ce que ça arrive assez tôt, ce qui nous a laissé le temps d'aller encore plus loin et de se dire qu'est-ce qui se passe si on essaie de recréer des œuvres qui sont purement imaginées. Et voilà les Et le œuvres. moment où on a réussi C'est à approcher dingue. ça, on a vu que ça fonctionnait, que les images en général correspondaient à ce qu'on essayait d'imaginer, ça a été vraiment incroyable. Ça me fait penser, t'as vu ce film de science-fiction de Catherine Bigelow, Strange Days, qui doit dater de 97, 98, quelque chose comme ça? Moi, je l'ai pas vu. En fait, ça parle de tu mets des casques virtuels et tu peux revoir ta mémoire, etc. Donc, ça C'est traduit en fait les signaux dans la tête. Ils ont une histoire complètement singulière, ces 3 artistes chercheurs, on va dire, et ils ont été un des premiers à vendre une œuvre qui était une œuvre faite complètement en numérique, à partir d'images captées comme ça. Et puis maintenant, ils font partie en fait de tous ces chercheurs, créateurs qui sont suivis, notamment par les scientifiques, parce que ils arrivent à être à la frontière des deux. Il y a des sujets du gouvernement qui expliquent que c'est l'avenir de la création et de la recherche. Je trouve qu'ils sont en plus, ils ont l'air très accessibles. Ils expliquent en permanence la manière dont ils travaillent. Ils travaillent entre les neurosciences et finalement l'IA. Et en plus, la création, parce que du coup, ils ont créé des œuvres qui correspondent à ce que les gens ont pensé quand ils étaient dans l'IRM. Ils y passent un temps fou, parce qu'en fait, c'est des images que l'IRM reconnaît de leur imaginaire. Et ensuite, ils les impriment avec. Et donc, il y a des sujets, il y a de très beaux sujets. Celui de Numérama, fait avec le CNC Talent, est très très intéressant. Il dure une quinzaine de minutes. On a passé juste un extrait où ils expliquent le process. Et il est disponible sur YouTube. Et il y en a d'autres. Il y en a notamment un que j'ai mis dans la newsletter du KIF, où on voit le gouvernement qui se demande, enfin, qui projette un peu cette image de création française. C'est extrêmement français comme démarche, hein, art graphique et autres. Donc voilà. Alors, quel est ton sujet à toi qui t'a léger ou interpellant? Donc écoute, moi je suis toujours, je t'en parlais, je suis toujours sur Twitter. J'arrive pas à l'appeler X, hein, mais je suis Ouais. toujours sur Twitter. C'est générationnel. C'est ça. Moi, c'est toujours un hublot, si tu veux, pour moi, sur toute une partie de ce qui se passe, des mouvements dans le monde, etc. Et je t'avoue que je reste assez fasciné, au sens propre du terme, hein, pas admiratif, très, très loin de là, mais fasciné par comment Elon Musk et ses boys sont en train de détruire les structures de l'État américain. Et tout ça dans une sorte d'ambiance de mecs, de geeks qui sont en train de jouer à des jeux vidéo. Et donc là, tu vois, je t'ai partagé une image d'un tweet d'Elon Musk. Ouais. Tu Donc vois, ça, qui c'est au date grand de... jour. Hein. C'est sur son compte, tu vois, ça date du 8 février. Ça a quand même été vu 18 millions de fois. Oui, mais Et c'est donc, trafiqué. Il a trafiqué les algos. ça c'est Les algos sont trafiqués. Dès que tu es sur sur X, tu te prends toutes les conneries d'Elon. Ça c'est clair. Et donc, oui, parce que, alors, tu vois, en plus, tu remarqueras que je le suis pas de base.
puisque tu vois, c'est écrit en haut, tu vois, suivre. Donc en plus, je le suis pas, mais pourtant, il m'envoie tous ses tweets. Ben, mais c'est ça, en fait, c'est là où est la manipulation. Il faut le répéter en permanence. Dès que vous êtes sur X, vous suivez Elon Musk, que vous le vouliez ou non. Voilà la preuve la plus. Et donc, c'est pour ça que c'est même pas de la pub. C'est carrément de la manipulation, hein. Voilà. Tu vois, tu le suis pas et pourtant tu te prends ces Ouais, conneries. je me prends tout. Et donc, il arrête pas de balancer des mèmes. Donc, tu vois, des trucs vraiment De quand on a geek. 20 ans, tu vois, de geek sur les forums, etc., où tu fais des blagues avec des images. Et donc là, c'est une mise en scène du gouvernement américain le plus puissant sur Terre. Et Big Ouais. Balls, c'est le surnom de l'un de ses boys. Alors, ça doit être un gamin qui a 20 ans, Ouais. qui est codeur et Ouais. qui passe son temps là à dépatouiller tout ce qui se passe dans Le trésor américain. le trésor américain, etc. Et les mecs, ils font n'importe quoi. Enfin, Bah, et alors je ça trouve fait. que c'est sidérant, en fait. Bah, c'est du Monty Python, hein, ça ressemble à un épisode des Monty Python, sauf que c'est vrai, sauf que effectivement, il fait partie du Dodge, donc du Department of Government Efficiency. C'est l'efficacité la plus brutale, parce qu'en gros, ils passent leur temps à essayer de virer des boîtes en comptant le nombre de milliards qu'elles dépensent et comment les éliminer. Ils ont quand même juste alors, il y a un juge qui les a bloqués, mais ils ont quand même essayé d'éliminer l'aide humanitaire des États-Unis, hein, 69 milliards de dollars au monde. Ouais, mais ils vont y arriver, hein. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'intox. Il y a un très très bon podcast de Ezra Klein qui dit mais ne les croyez pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous les croyez. Les États-Unis, c'est lent, mais il y a une justice, il y a des avocats, il y a des droits, il y a des Non, ça juges. c'est vrai. Et donc, simplement, c'est une énorme machine on va dire, de coup d'État mental, hein, parce qu'il suffit pas de signer des décrets pour qu'ils soient en œuvre. En principe, un executive order, c'est une lettre d'intention, c'est pas un ordre. Et bref, tout ça est très manipulé et ça participe. Et Elon Musk, comme tu le montres, il a une espèce d'humour cynique potache qui fonctionne. On peut revoir l'image parce elle est très très riche. Moi, je suis pas sémiologue, mais c'est comme si on était dans un état moyenâgeux, bah, Et voilà, et avec une petite fléchette, on, on, hop, on, on peut le rendre aveugle, on peut l'abattre. Et donc c'est extraordinairement puissant. Et moi, je soupçonne d'ailleurs qu'il y a une ferme de gens qui travaillent aussi pour faire la communication d'Elon Musk parce que il passe son temps à tweeter, c'est pas humain. Alors beaucoup de gens disent que c'est parce qu'il est tout le temps sur kétamine et qu'il passe sa vie à tweeter. Mais je pense que il a réfléchi à ce qu'il fait. Il a acheté cette boîte 44 milliards, hein, faut pas oublier. Et il s'en sert comme outil de promotion et de publicité. Mais c'est 1984 en fait. C'est moi je trouve qu'il y Big a Brother is watching you en fait. mais moi je trouve qu'il y a aussi une vision très anarchiste, hein, dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a maintenant une fortune colossale, et son objectif, c'est, de détruire en fait les structures, étatiques, pour, s'accaparer, au toujours plus et dans une sorte de truc très messianique, hein. C'est de dire, «Bah, ma vision, je vais, l'imposer à tous», dans une ave en mélangeant le hacking, le, hem, la dé enfin, il y a un truc là-dedans qui est très enfantin, moi je trouve. Oui, Tu bien vois? sûr, C'est très adolescent en fait, cette manière, c'est totalement. juste que c'est un adolescent avec, Il y a plusieurs 50 centaines de ans, hein, milliards. il a 50 ans, Con hein, il a plus de 50 ans. Il est resté bloqué, probablement. Alors, c'est très inquiétant aussi parce qu'il faut quand même, sans faire de parano, comprendre qu'entre Peter Thiel et Elon Musk, qui sont tous les deux sud-africains de naissance, il y a quand même aussi, là, il y a un executive order qui est sorti de Trump où il défend les fermiers victimes de discrimination raciale en Afrique du Sud. Il y a aussi derrière du négationnisme, du révisionnisme bien sûr. et l'usage de tous ces outils rigolos pour faire passer des trucs. L'État américain, c'est pas un monstre ou un seigneur du Moyen Âge carapassonné. Alors c'est plein. En fait, Non, mais bien ça sûr. nécessiterait. Et je pense que là, tu as un super point de faire travailler des artistes sur tout ce qu'ils projettent comme image. Mais quelque part aussi, c'est lui donner énormément d'importance. Moi, j'ai décroché avec X, donc je suis à la fois énervé de voir ça et en même temps, ça me fait rigoler. Enfin, t'as raison. C'est 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 tout un moment quoi. Ça saisit un moment. C'est pour les historiens. C'est ça, exactement et je pense que dans quelques années, quand ils regarderont et qu'ils analyseront cette période que là, on est en train de vivre,
alors, je pense qu'on est trop proche, on est trop la tête dans le guidon, et Mmh. puis surtout, il crée des moments toutes les 24 ou 48 heures où tu es sidéré, Ouais, et c'est la donc c'est sidération. difficile de réussir à intellectualiser les choses, tu vois? Exactement. Mais ou alors ils auront gagné et ils réécriront l'histoire, parce que c'est le vainqueur qui réécrit l'histoire, ou alors effectivement ça apparaîtra sidérant, insupportable et fou. En fait, les 15 premiers jours de la prise de pouvoir de Trump, avec Musk à la batterie ou à la grosse caisse, qui rentre dans le trésor américain avec une vingtaine de gamins qui sont des geeks, c'est condensé du pire scénario dystopique. Enfin, quand les gars écrivaient ça, tout le monde riait, quoi. Enfin, mais là, on y est, hein, on y est. Alors bon, il y a un juge qui hier a sorti un texte pour dire que c'était dangereux, qu'il fallait enfin, que c'était interdit, c'était illégal, parce qu'en fait ça l'est, hein, donc même Bien si c'est sûr. soutenu par le président des États-Unis qui est élu, c'est quand même un breach of, voilà. Donc écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu à fond et puis Merci à d'avoir toi. sorti cette fléchette de Musk et de Big Balls. Là aussi, on est en pleine poésie. Big balls. Big Balls, c'est de la masculinité mal placée, voilà. Toxique. Allez, salut Maxime et à Merci bientôt. beaucoup Alexandre pour Salut, l'invitation, et j'en à prie, bientôt. à bientôt.